stratégique avez-vous pour le département? Ça, c'est une question qui tombe à pic, parce que une des choses dont je suis fière, dans les 4 années précédentes, durant lesquelles j'ai été présidente du Conseil général, c'est d'avoir pu lancer une démarche Agenda 21. Alors, une démarche Agenda 21, c'est voir comment toutes les politiques qu'on conduit dans une collectivité, elles peuvent se faire en pensant, en réfléchissant au développement durable. Donc à toutes les politiques environnementales, mais le développement durable, c'est pas seulement les politiques environnementales, c'est voir comment toutes les politiques qu'on conduit peuvent être marquées à l'aune de la durabilité. Par exemple, bien sûr, quand on construit des bâtiments, faire des bâtiments en pensant à mettre de la récupération d'eau, en pensant à mettre des nouvelles énergies, des énergies renouvelables, mais c'est pas seulement ça. Nous, par exemple, on a en compétence tout ce qui est social, insérer les personnes en difficulté. Et quand on insère quelqu'un qui est en difficulté, on peut lui proposer des petits boulots. Ça, c'est pas durable. Mais on peut aussi réfléchir à l'amener vers un emploi qui sera un emploi pérenne, un emploi sur la durée. Et nous, on considère que c'est aussi ça le développement durable, par exemple. Voilà. Donc, pensez à tout ce qui est développement durable, environnement, mais pas seulement environnement, dans toutes les politiques qu'on conduit. Ça fait 1 an qu'on y travaille. On a fait une grande consultation citoyenne à laquelle ont participé tous les élus, les collaborateurs du Conseil général, mais aussi des gens. Alors, on a fait nos concitoyens, on a fait des réunions sur le terrain, comme on dit, dans les communes, pour dire aux gens, ben vous, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez que nous fassions pour améliorer notre environnement, mais pour aussi faire des choses sur la durée? Une autre question. Y a-t-il un service spécialisé au Conseil général dans ce domaine, ou aurions-nous le plaisir de le voir à nos jours? Portes ouvertes pour la présentation d'un mini-salon de développement durable, bâtiment et énergétique. Ah, mais alors, avec plaisir, nous avons un délégué, une personne, je ne sais pas si dire un délégué, enfin, nous avons un collaborateur qui est chargé de l'agenda 21, donc de tout ce qui est développement durable. Et jusqu'à présent, il n'y avait pas d'élu on avait un vice-président chargé de l'environnement, mais on n'avait pas de personne qui était spécialement affectée à l'agenda 21. Et je pense qu'à partir de la semaine prochaine, puisque nous venons d'être renouvelés, nous allons avoir toujours un vice-président chargé de l'environnement, mais aussi quelqu'un qui s'occupera plus particulièrement de l'agenda 21. Donc quand vous allez faire une journée porte ouverte, si ça vous intéresse, vous nous prévenez à l'avance, puis quelqu'un de nos collaborateurs pourra venir, ou même le vice-président chargé du secteur, ou la vice-présidente, je ne sais pas qui ça sera. D'accord. Alors, quelles actions sont prévues en direction de la jeunesse pour promouvoir notre politique et développement durable? Alors, nous sommes en train dans la consultation citoyenne que nous avons lancée, toute la population a été invitée, y compris les jeunes. Mais c'est vrai, et c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant que vous fassiez ce marathon du blog, c'est vrai qu'on se rend compte que c'est difficile de mobiliser les jeunes, de les faire venir à des réunions. Donc cette question, elle est intéressante parce qu'elle me fait penser que nous n'avons pas spécifiquement visé les jeunes. Donc peut-être que dans la deuxième phase de notre travail, on pourrait peut-être penser à s'adresser plus particulièrement aux jeunes et voir comment on pourrait sensibiliser les jeunes. C'est vrai que ce n'est pas quelque chose que nous avions fait de façon spécifique pour le moment. Donc merci de la question qui me permet d'intégrer ça. Notamment peut-être à travers les collèges aussi. Notamment bien sûr à travers les collèges. Alors si, dans les collèges quand même on a un petit peu fait quelque chose parce que, comme par exemple le coût de l'énergie devient très important. Il faut de plus en plus d'argent pour pouvoir chauffer les collèges. Donc nous avons voté une subvention spécifique aux collèges, mais en disant aux principaux de collège, on vous vote cette subvention complémentaire, mais on vous demande de sensibiliser, que les enseignants aient une action dans toutes les classes pour sensibiliser les élèves au fait que quand le chauffage est fort, on n'ouvre pas la fenêtre, on va plutôt baisser les radiateurs, que quand on quitte la salle de cours, eh bien on éteint les lumières, parce que si on n'éteint pas les lumières, eh bien c'est de l'énergie qui est consommée, d'abord c'est de l'argent qui est gaspillé, c'est les impôts de vos parents qui sont gaspillés, parce que l'argent qu'on dépense, il y a notamment de l'impôt de vos parents, et ensuite c'est de l'énergie gaspillée. Donc on a mis en parallèle le fait qu'on donne plus d'argent parce que l'énergie était plus chère, mais parallèlement la nécessité de sensibiliser les jeunes à ça. Mais je crois qu'on pourrait aller plus loin avec notre agenda 21. Une question me le met en mémoire. Qu'est-ce qui est prévu de faire pour les exclus et les personnes handicapées dans le département, et notamment pour l'insertion des personnes handicapées dans les établissements scolaires? Alors il y a maintenant une loi qui oblige à ce que tous les lieux publics soit accessible aux personnes handicapées.
Donc cette loi, c'est bien, c'est une avancée, sauf qu'elle n'a pas mis en face les moyens. Voter une loi, c'est facile. Dire il faut que tous les établissements soient accessibles aux personnes handicapées. Les établissements scolaires, mais par exemple le conseil général, vous avez vu, ici c'est pas facile pour accéder parce que c'est un vieux bâtiment. Donc on a un ascenseur de l'autre côté, mais il y a quand même des demi-paliers et tout ça. Bon, les mairies à la campagne, souvent, ne sont pas accessibles aux handicapés. J'imagine que tel est le cas de la mairie de Bellac, qui à mon sens n'est pas accessible aux handicapés. Donc c'est bien de dire qu'il faut que tous ces bâtiments soient accessibles, mais comment on va financer? Une petite commune, par exemple, si vous dites à la commune, je sais pas, moi je vais citer une petite commune, la commune de Blon, hein, c'est une petite commune à côté de Bellac, vous dites qu'il faut mettre tout en accessibilité, comment ils vont faire? Ils ont un petit budget. Donc je crois qu'il faudrait absolument aider les communes à mettre en accessibilité. Alors nous, Conseil général, on a une compétence particulière sur les personnes handicapées. Cette loi, elle a prévu la création d'une maison départementale des personnes handicapées. Et c'est le président du Conseil général, donc en l'occurrence la présidente, ici moi, qui est président de cette maison. Et donc, depuis, ça fait maintenant plus d'1 an, bientôt 2 ans que nous avons ce secteur en compétence. Nous avons beaucoup fait, notamment avant les gens, quand ils s'étaient reconnus handicapés, entre le moment où ils demandaient, où ils présentaient leur dossier, le moment où il était étudié, avant qu'ils aient des droits pour pouvoir vivre et tout ça, il y avait 6 mois de délai. Maintenant, nous avons terriblement raccourci les délais, nous sommes à moins de 3 mois. L'objectif est de les raccourcir encore plus. L'objectif aussi pour nous, c'est de mettre tous les collèges en accessibilité. Ils le sont presque tous. Il nous en reste 2, je crois, à mettre en accessibilité, donc avec des ascenseurs pour que les jeunes, les enfants en situation de handicap, mais aussi les professeurs, car il y a des professeurs, puissent accéder partout. Donc ça, pour les collèges, ils vont être très prochainement tous en accessibilité. Pour l'accès à l'emploi de ces personnes. Alors, pour l'accès à l'emploi de ces personnes, c'est important. Alors, vous savez que, depuis longtemps, la loi prévoit que, aussi bien dans les administrations, c'est-à-dire le Conseil général, l'Éducation nationale, que dans les entreprises privées, la loi oblige à ce qu'il y ait 6% de personnel qui soient des travailleurs handicapés. Mais s'il n'y a pas ces 6%, vous pouvez enfin, les patrons peuvent ne pas en embaucher les personnes handicapées, simplement il faut qu'ils paient une amende. Moi je trouve que c'est une erreur. Il faudrait les obliger vraiment à embaucher ces 6% de personnes handicapées. Donc il y a beaucoup de gens qui préfèrent ne pas embaucher les personnes handicapées et payer l'amende. Ce qui, à mon sens, est très pervers comme dispositif. Quand je suis devenue présidente du Conseil général il y a 4 ans, j'ai dit je voudrais être sûre que nous sommes bien aux 6% de quota, parce que je voudrais qu'on fasse mieux. Et je me suis rendu compte que c'était difficile. Difficile de simplement savoir le nombre de personnes handicapées que nous avions, parce qu'il y a par exemple des personnes qui travaillent ici, dans nos services. Par exemple, vous avez vu Marie-Laure à l'accueil. Marie-Laure, elle est aveugle. Donc elle est recensée. Il y a des tas de gens qui ont des handicaps dont ils ne veulent pas qu'on parle. Et ils sont embauchés sur des postes normaux et ils ne veulent pas reconnaître qu'ils sont handicapés, parce qu'il y a une sorte de presque de culpabilité, comme si c'était leur faute, les pauvres. Mais je crois qu'il faut avoir une volonté, une politique offensive. Par exemple, Marie-Laure, jusqu'à l'an dernier, elle était à demi-voyante. Et puis l'an dernier, ça s'est accéléré, son problème. Et donc, elle a perdu, elle ne voit plus du tout. Et donc, on m'a dit, mais qu'est-ce qu'on va en faire? Parce qu'avant, elle était au standard, mais avec un standard qui était un standard normal. Elle voyait avec des grosses, je voyais un petit peu. J'ai dit, la seule chose qu'elle sait faire, c'est le standard. Donc, on va acheter un standard spécial pour elle. Mais ça coûte une fortune. Mais je dis, c'est pas grave, ça coûte une fortune, mais elle a le droit de travailler. Donc on a acheté un standard spécial, et je ne sais pas si vous avez vu, Marie-Laure, elle a un standard qui est surélevé avec des touches, et donc elle ne vous voit pas du tout quand vous arrivez, il faut vous annoncer, parce que sinon elle ne vous voit pas de l'autre côté de la porte, parce qu'elle est handicapée. Donc nous, on a eu la volonté de lui laisser son poste en achetant un équipement spécial pour qu'elle puisse rester là. Donc je crois qu'il faut vraiment une volonté comme ça, mais je crois qu'il faut vraiment obliger. Dans les entreprises, il ne faut pas dire si vous n'en avez que 4%, vous payez une amende et vous êtes tranquille. Non, il faut dire vous n'en avez que 4%, et bien ça ne suffit pas, on vous oblige à en avoir 6%. Il faut vraiment que la loi soit une loi qui coercitive, comme on dit, c'est-à-dire qui contraigne vraiment les gens à embaucher les personnes en situation de handicap. Et il faut aussi dire aux personnes handicapées que ce n'est pas de leur faute si elles sont handicapées, qu'il ne faut pas qu'elles en aient honte, et qu'il faut donc qu'elles le déclarent, qu'elles le disent, parce qu'on peut aussi aménager leur poste de travail. Et est-ce que vous avez fait quelque chose pour essayer d'intégrer un petit peu les exclus dans la voie professionnelle? Alors, le cœur de métier, Conseil général, sa première compétence, c'est tout ce qui est les politiques sociales, les politiques de solidarité. Donc nous, c'est ce que j'appellerais notre cœur de métier. Par exemple, c'est nous qui gérons le RMI, le revenu minimum d'insertion, pour les gens qui n'ont pas de travail. Donc on s'occupe de ces gens.